Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Soussin, je suis médecin généraliste installé sur Saint-Joseph depuis un an. Je suis ancien interne en Antilles-Guyane et j'ai passé le CN en 2013. J'ai soutenu ma thèse en février 2018, un an et demi après la fin de mon internat, et à l'invitation du département de médecine générale, je vais vous présenter mon travail de thèse qui s'intéresse à la rémunération sur les objectifs de santé publique. Le titre de ma thèse, c'est La rémunération sur les objectifs de santé publique, ça marche. Mon directeur de thèse est le docteur Alain Costine, directeur de la direction régionale du service médical de la CHSS, et le professeur Pelage était ma présidente de jury. La ROSP est un dispositif de paiement à la performance qui intéresse aux médecins libéraux. Le paiement à la performance a fait ses preuves dans certains domaines, comme dans l'éducation, pour lutter contre l'absentéisme. Quand on paie les parents si leurs enfants vont à l'école, l'absentéisme se réduit. Par extension, les dispositifs de paiement à la performance se sont développés dans plein de domaines, y compris dans le milieu de la santé. Le but, c'est de réduire l'écart qui existe entre les recommandations et la pratique quotidienne en donnant soit de l'argent aux médecins ou aux structures de soins comme les hôpitaux. En France, la rémunération sur les objectifs de santé publique, la ROSP, a été créée en 2012. La ROSP s'adresse à tous les médecins libéraux et en premier lieu les généralistes. Pour ma thèse, je n'aborde que le cas des médecins généralistes et je me suis focalisé à la Martinique. Ma thèse se concentre sur la première version de la ROSP entre 2012 et 2007, car depuis 2017, il y a une nouvelle convention qui a modifié la ROSP. La ROSP, comment ça marche? C'est une prime, c'est de l'argent versé aux médecins. Il y a 29 paramètres de santé publique que l'on appelle indicateurs qui sont pris en compte. Les indicateurs sont très divers. Ça concerne l'équipement informatique du cabinet, la réalisation de dépistage de cancer, le fait de prescrire en générique ou d'avoir des patients qui ont des glycémies équilibrées. Pour chaque indicateur, il y a des objectifs à atteindre qui sont valorisés par un système de points et le montant de la prime est alors déterminé via une formule qui prend en compte la taille de la patientèle. Pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer les objectifs de santé publique qui sont pris en compte. Voici la liste des indicateurs portant sur le suivi des pathologies chroniques. Par exemple, les patients diabétiques doivent faire un fond d'œil tous les 2 ans. Si on arrive à ce que 80% de nos patients diabétiques fassent ce fond d'œil, on obtient 35 points. Si c'est 68% des patients qui font ce fond d'œil, on obtient 17,5 points. Pour l'hypertension artérielle, si on équilibre 60% des patients hypertendus, on obtient 40 points. Ce sont des exemples. Ce qui est important à retenir pour ma thèse, c'est qu'il y a deux types d'indicateurs. Il y a des indicateurs directement calculés par la CNAM à partir des données de remboursement. Par exemple, pour le dosage de l'hémoglobine glyquée, à chaque fois que le patient va au laboratoire, au final c'est la Sécu qui paye, donc elle sait si l'examen a eu lieu. Pareil pour la consultation ophtalmo, pareil pour le fait d'avoir acheté une statine à la pharmacie. La Sécu sait très bien ce qu'elle a remboursé ou pas. Du coup, ces indicateurs sont remplis automatiquement. Le médecin n'a rien à faire. Et il y a des indicateurs qui sont déclaratifs. La Sécu sait qu'il y a eu une analyse biologique ou une consultation, mais ne connaît pas le résultat. Elle ne connaît pas non plus la valeur des tensions artérielles des assurés. Il faut que le médecin transmette la valeur d'hémoglobine glyquée, des LDL ou la valeur des tensions s'il souhaite avoir la rémunération associée à cet indicateur. Rien n'oblige les médecins à transmettre cette information. S'ils le font, ils obtiennent des points. S'ils ne le font pas, ils auront 0 à ces indicateurs. Mais ils auront quand même les indicateurs automatiquement calculés par la sécurité sociale. Maintenant que je vous ai présenté le dispositif, venez-en à ma question de recherche. Est-ce que ça marche? Il y a peu de preuves au niveau mondial de l'efficacité du paiement à la performance dans le domaine médical, car les résultats varient beaucoup d'un dispositif à l'autre en fonction des pays. En France, l'assurance maladie s'est chargée de faire le bilan de la ROSP chaque année. Pour eux, le bilan est plutôt positif. On note une amélioration continue en faveur de la qualité et de la pertinence des soins. On voit sur leur graphique qu'au fil des années, le taux d'atteinte s'améliore, c'est-à-dire que les médecins atteignent de meilleurs objectifs. Le taux d'atteinte, c'est la somme de tous les points obtenus par les différents indicateurs. C'est un critère composite, donc difficilement interprétable. Si on regarde de plus près,
on voit qu'il y a des indicateurs qui marchent bien. Par exemple, le fait de prescrire des IPP, des statines, des antidépresseurs en générique. Là, l'évolution sur la période, elle est bonne. On a une augmentation de la prescription générique de 25 à 35%. Mais en ce qui concerne les dépistages des mammographies ou le dépistage des frottis, on voit que ça n'évolue pas dans le bon sens. Au niveau national, on dépiste moins en 2016 qu'en 2011. Et il y a d'importantes disparités régionales dans l'atteinte des objectifs. Ici, on voit le pourcentage de la population ayant reçu un antibiotique, le but étant d'en prescrire le moins possible. Ça varie beaucoup en fonction des régions, du simple au triple. Et on voit que les dom-toms ne semblent pas avoir été pris en compte dans les bilans. Enfin, on pourra reprocher à l'assurance maladie qu'elle soit jugée partie. Toutes ces limites, dans les bilans de la CNAM, sont à la base de mon travail de thèse. Je souhaite faire le bilan de la ROSP pour la Martinique, qui semble-t-il n'a pas été faite, et par la même occasion établir la comparaison avec le niveau national. Je souhaite porter la focale sur les indicateurs qui impliquent le patient afin de prouver une traduction clinique à l'évolution globale du taux d'atteinte. Enfin, les médecins n'ont pas attendu la ROSP pour améliorer leur pratique. Et ça, l'assurance maladie n'en a pas tenu compte dans ses bilans. On est en droit de se demander si c'est la mise en place de la ROSP qui est à l'origine de l'évolution des pratiques ou si c'est du fait de facteurs de confusion. Pour écarter ces facteurs de confusion, je souhaite m'appuyer sur un groupe témoin. Il s'agit là de mon analyse principale. Je vais vous présenter maintenant la méthodologie de l'étude. Ma thèse s'appuie sur une base de données déjà existante, celle de l'assurance maladie. Ça m'a été permis grâce à une convention établie entre la direction régionale du service médical et la faculté de médecine. Je suis allé taper à la porte de l'assurance maladie en leur expliquant que je souhaitais faire une thèse et que je souhaitais utiliser leurs données. Ça a été un peu long et un peu compliqué, mais j'ai réussi à avoir accès à l'outil qu'utilisent les délégués de l'assurance maladie quand ils visitent les médecins. Cet outil permet d'éditer des tableaux dans lesquels les résultats des indicateurs sont présents. On voit pour chaque médecin le montant de la rémunération, le nombre des patients et les résultats pour chacun des indicateurs. J'ai passé une semaine à la sécurité sociale à enregistrer un à un les tableaux pour tous les médecins généralistes de Martinique. Puis j'ai converti tous ces tableaux nativement au format PDF pour constituer une base de données exploitable. Pour chaque médecin, j'avais près de 300 informations chiffrées, donc j'ai pas fait ça à la main. J'ai mis en place des algorithmes informatiques pour extraire de ces tableaux la bonne information et traiter ça de manière automatisée. Au final, j'ai un tableau qui contenait plus de 87 000 données. Ma thèse comporte plusieurs analyses. Pour comparer les résultats de la Martinique avec ceux de la métropole, j'ai utilisé une méthodologie qui est la même que celle de l'assurance maladie à l'échelle nationale. J'ai inclus tous les médecins généralistes de Martinique et j'ai exclu ceux qui avaient une patientèle trop faible en 2012. Mon analyse principale souhaite connaître l'effet propre de la ROSP en écartant les facteurs de confusion. J'ai donc utilisé deux groupes de médecins. Un groupe influencé par la ROSP, l'autre groupe témoin. C'est pas facile de constituer un groupe témoin car la ROSP s'applique automatiquement à tous. Mais c'est pas parce qu'elle s'applique à tous que tous les médecins s'y intéressent. Il y a des médecins qui doivent ignorer ce qu'est la ROSP, mais qui l'aperçoivent quand même sans s'en rendre compte. Pour faire la différence entre les médecins qui s'intéressent et qui sont influencés par la ROSP et ceux qui ne s'y intéressent pas, je me suis aidé des indicateurs déclaratifs. Je vous l'ai dit, il y a des valeurs, comme la tension artérielle, que le médecin doit transmettre à la sécurité sociale pour valider certains indicateurs. J'ai postulé que seuls les médecins qui prenaient la peine de transmettre ces indicateurs à la Sécu avaient un intérêt pour le dispositif et étaient influencés par ce dispositif. À partir de là, j'ai constitué deux groupes. Ceux qui ont toujours transmis tous les indicateurs déclaratifs, c'est le groupe influencé par la ROSP, le groupe exposé, et j'ai pris tous les autres médecins comme témoins, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas transmis tout le temps toutes les informations déclaratives. Venons-en aux résultats. J'ai recueilli les dossiers de 291 médecins. J'en ai analysé 207. Ces médecins sont expérimentés, avec une moyenne d'âge de 60 ans. Ce sont majoritairement des hommes. Ces 207 médecins sont les médecins traitants de 230 000 assurés en Martinique.
Ce chiffre témoigne d'un assez bon recueil des données. Ça fait à peu près 73% de la population adulte martiniquaise. Leur ROSP moyenne était de 7 500 euros, ce qui représente 5% de la rémunération à l'acte. On note entre 2012 et 2016 une amélioration du taux d'atteinte global de 46% à 60%. Sur ce graphique, on voit la distribution du nombre de médecins en fonction du taux d'atteinte. On observe que le taux d'atteinte global s'améliore au fil des années. La vague grossit en se décalant vers la droite. On constate aussi qu'elle s'homogénise, c'est-à-dire qu'elle se resserre en un pic unique. Les médecins, globalement, améliorent leurs pratiques. Pour ma thèse, je détaille le résultat pour chacun des 29 indicateurs. Bien entendu, je ne vais pas vous présenter ça ici et je ne vous mets que les résultats globaux. Si on compare la France avec la Martinique, on se rend compte que dans les deux cas, le taux d'atteinte des objectifs s'améliore. Par contre, il reste moindre en Martinique par rapport à la métropole. On constate en revanche que les rémunérations sont plus élevées en Martinique qu'au niveau national. Cela pose un questionnement. Pourquoi les médecins en Martinique ont une rémunération plus conséquente qu'au niveau national alors qu'ils ont des taux d'atteinte moindres? La réponse vient de la formule de calcul qui inclut la taille de la patientèle. On a vu que les médecins de Martinique avaient une patientèle moyenne importante de 1100 patients par médecin, c'est plus que la moyenne nationale qui est à 800. Ce paradoxe m'a interloqué et j'ai voulu en savoir plus sur ce qui déterminait le plus la ROSP, le niveau d'atteinte des objectifs ou la taille de la patientèle. J'ai donc fait une petite analyse complémentaire qui est une distribution des médecins en fonction de leur rémunération et du taux d'atteinte des objectifs. Ici, ce point, ça correspond à un médecin qui a gagné un peu plus de 20 000 euros de ROSP. On voit qu'il n'atteint que 35% des objectifs de la ROSP. Et celui, à l'inverse, qui a le meilleur taux d'atteinte, qui atteint presque 85%, n'a reçu que 5 000 euros de ROSP. Cette distribution, on voit qu'elle est très disperse, qu'il n'existe pas une forte corrélation entre le montant de la ROSP et le taux d'atteinte des objectifs. En revanche, si on fait une distribution des médecins où on s'intéresse entre la taille de la patientèle et la rémunération, on voit que celui qui a gagné le plus, c'est celui qui avait le plus de patients. Là, la corrélation est beaucoup plus évidente et la ROSP semble se comporter comme un forfait de 7 euros par patient, plus que comme une rémunération sur objectif de santé publique. Ce résultat était assez inattendu. Maintenant, intéressons-nous aux impacts sur les patients. J'ai fait une analyse qui porte la focale sur les indicateurs qui concernent les patients, parce qu'ils sont d'intérêt particulier en termes de santé publique. Par exemple, si je vous dis qu'entre 2012 et 2016, il y a une amélioration des dosages d'hémoglobine glyquée de 7%, mais une dégradation d'1% du taux de réalisation des fonds d'œil. C'est pas très parlant en pratique clinique parce que ce sont des pourcentages et c'est difficilement interprétable. Il vaut mieux raisonner en valeur absolue. Ça a été l'objet de mon analyse. Compte tenu de la population martiniquaise, cette différence qu'on vient de voir correspond à 1653 patients qui ont eu amélioré leur suivi d'hémoglobine glyquée et 212 patients en moins qui n'ont pas fait leur fond d'œil chez les diabétiques. Et ainsi de suite. On voit qu'il y a 333 diabétiques qui ont été traités en plus par des statines et inversement, 334 patientes qui n'ont pas fait leur mammographie en moins sur la période entre 2012 et 2016. Vu sous cet angle, le bilan de la ROSP est quand même beaucoup plus mitigé. La signification clinique de l'amélioration globale du taux d'atteinte n'est pas univoque en termes de santé publique. C'est difficile de mettre à la fois des prescriptions de benzodiazépines en moins et des frottis. Ça ne se compare pas. Je ne l'ai pas dit dans ma thèse, mais je me suis aussi amusé à calculer le montant total de la ROSP versé aux médecins entre 2012 et 2016. Pour avoir ces résultats en termes de santé publique, ça a coûté 7 millions d'euros à la Sécu. Je vous laisse juger et comprendre pourquoi j'en ai pas parlé explicitement dans ma thèse. Venons-en à mon analyse principale, qui compare l'évolution des pratiques dans le groupe des médecins influencés, ceux qui ont transmis tous les indicateurs déclaratifs, et l'évolution des pratiques du taux d'atteinte chez les médecins qui n'ont pas transmis tous les indicateurs déclaratifs.
Le groupe des médecins qui a répondu à tous les indicateurs déclaratifs comprend 71 médecins. Le groupe témoin, 130. Les groupes sont comparables en ce qui concerne le sexe, le lieu d'exercice, le fait d'être ou pas maître de stage, mais diffèrent en fonction de l'âge. Le groupe influencé est un peu plus jeune et l'activité, le groupe influencé a une activité un peu plus importante. Sur les 5 ans, l'évolution des pratiques a été de 13,4% dans le groupe influencé contre 9,6% dans le groupe témoin. Les écarts sont significatifs et on peut en déduire que l'effet propre de la ROSP est de 3,6%. La ROSP a contribué à elle seule à une amélioration de 3,8%. Pour le reste, c'est peut-être des facteurs de confusion. J'en ai fini pour les résultats et je vous propose une courte discussion. Je vais commencer par faire la critique de ma méthodologie. J'ai eu la chance d'avoir un conventionnement avec l'assurance maladie, et ce qui m'a permis d'avoir accès à une base de données très importante, fiable, me permettant de faire une analyse quantitative, et ça n'aurait pas été permis autrement. Donc je suis très content d'avoir eu accès aux bases de données de la Sécu. Pour mon analyse principale, j'ai constitué un groupe témoin qui est imparfait. C'était le groupe des médecins n'ayant pas répondu à tous les indicateurs toutes les années. Mais ils auraient bien pu répondre à tous les indicateurs sauf un une année, ils n'auraient pas été inclus, ils auraient quand même été influencés par la ROSP. Ce biais de classement tend à minimiser l'écart entre les groupes pour mon analyse principale, mais ça n'altère en rien les conclusions de l'étude vu que la différence est quand même significative. Pour finir, revenons sur les principaux enseignements de mon étude. Les résultats en Martinique suivent la même tendance qu'au niveau national, mais avec toutefois des taux d'atteinte moindres. Le plus important, c'est de confirmer que le paiement à la performance, ça fonctionne. Il y a un effet propre de la ROSP. Même si j'ai déjà parlé de la minimisation des écarts liés au biais de classement, on constatera que l'amélioration est modeste, 3,8% en 5 ans. Que cette amélioration du taux d'atteinte, qui est une formule composite, n'a pas de traduction directe clinique sur la population. Enfin, il a été surprenant de constater que la ROSP se comporte plus comme une rémunération sur la taille de la patientèle que comme une rémunération sur l'objectif de santé publique. Je vous remercie de votre écoute. J'ai quelques conseils à vous donner suite à mon retour sur ma propre expérience pour mon travail de thèse, et c'est sûrement des conseils qui vont être différents de ce que vous dit le département de médecine générale. Alors moi, pendant mon internat, je n'ai jamais croisé le moindre universitaire et jamais personne ne m'a proposé de sujet de thèse pendant mes stages hospitaliers. J'ai donc décidé librement de mon choix de sujet de thèse. Au début, j'avais plein d'idées susceptibles de m'intéresser, mais il y en avait peu qui étaient réalisables en pratique. Par exemple, un sujet qui m'aurait intéressé, c'était de savoir quel logiciel installer sur mon ordinateur, en comparant tous les logiciels médicaux. Ça aurait fait un bon article à la UFC que choisir, mais ça aurait été une mauvaise thèse parce que ça ne répondrait pas à la structure IMRAD et à la fin on n'aurait pas abouti à une comparaison A versus B avec un petit p inférieur à 0,05. Donc moi j'ai eu l'idée d'aller taper à la porte de la sécurité sociale où je connaissais absolument personne. Je suis allé tout sourire, j'ai dit bonjour, je voudrais passer ma thèse, est-ce que vous pouvez m'ouvrir vos bases de données? Et ben ça n'a pas été facile, mais bon, j'ai eu accès à ces données, donc tant mieux pour moi. Ça m'a permis d'avoir ces données, de me concentrer sur la partie de la réflexion de ma thèse et pas sur le recueil des données qui est la partie, on va dire, pas très intéressante. Autre chose, c'est que c'est difficile pendant l'internat d'aller en stage et de faire sa thèse en même temps. C'est pareil pour tous les internes de médecine générale. Les SP, eux, ils se prennent un stage hors filière, là où ils font leur thèse. Nous, on n'a jamais de stage hors filière. Et donc, moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est privilégier vos stages hospitaliers et l'apprentissage de votre métier plutôt que travailler votre thèse, parce que tout compte fait, la thèse, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, il faut bien la passer et ça prend du temps. Pour moi, entre le moment où je suis allé taper à la porte de la sécurité sociale et le moment donné où j'ai eu accès aux données des médecins, ça m'a pris 1 an et demi. Et après, une fois que j'ai récupéré les données, je me suis enfermé dans ma chambre pendant 1 mois et demi et j'ai écrit ma thèse dans la foulée. Mais ça prend beaucoup de temps. Et là où je veux en venir, c'est c'est normal de ne pas passer sa thèse pendant l'internat parce que la surcharge de travail est importante et qu'il faut mieux privilégier ses stages. Par contre, il faut à tout prix que vous ayez commencé votre thèse pendant l'internat, que vous connaissiez votre sujet de thèse, parce que après, une fois que vous aurez quitté l'internat, vous n'aurez plus beaucoup de temps et surtout vous ne rencontrerez personne.
Enfin, si quelqu'un a l'idée d'un sujet thèse, de refaire une thèse sur la rémunération sur les objectifs de santé publique, ben, je suis volontaire pour être son directeur de thèse. Et s'il y a d'autres personnes qui ont besoin de conseils pour extraire des données de PDF, pour les mettre en base de données, formater ça, je peux venir me voir, je pourrais lui donner conseil. Merci. Au revoir.